c'est une première. Nous sommes sur le plateau de Chalon TV. Donc, je tenais déjà à remercier toute l'équipe présente aujourd'hui pour pouvoir faire cette émission. Et pour notre première, nous avons un invité, un ami, le docteur Djia Sarawan. Donc, docteur, bonjour. Bonjour. Donc, première question, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Voilà. Pas de problème. Ouais. Au contraire. Voilà. Bon, alors, Djia, tu es médecin spécialisé dans les douleurs somatiques, comorbidité. Et tu es ancien chef de service de l'hôpital du centre Barthélemy dans l'Essonne. L'hôpital Barthélemy-Durand. Voilà. Et puis tu es aussi ancien fondateur de l'association des soins somatiques, l'association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis très heureux de t'accueillir sur le plateau de Chalon TV. Et la première question que je vais te poser, c'est pourquoi tu t'es lancé justement dans le handicap et aussi comment tu en es arrivé à devenir spécialiste dans le monde du handicap. Alors d'abord, je tiens à remercier Chalon TV de me recevoir sur le plateau. Et puis je te remercie, Anthony, parce que je sais que tu fais beaucoup de choses dans le cadre du handicap. Alors comment je suis venu dans le monde de l'handicap? Je dirais vraiment par hasard. J'ai commencé... je ne vais pas retracer tout mon parcours de médecin, parce que je suis aussi un ancien cancérologue, comme on dit. Je travaillais avec Gustave Roussy, et puis après, c'est comme ça la vie professionnelle. Je suis passé j'ai continué d'ailleurs jusqu'à la retraite au niveau Gustave Roussy, en tant que consultant après. Après, je suis passé dans le secteur public, où j'ai été nommé comme médecin des hôpitaux. Et je suis donc passé au départ, j'ai pris en charge ce qu'on appelle la globalité des personnes atteintes de pathologie mentale, c'est-à-dire schizophrènes, bipolaires. Ils avaient aussi des comorbidités somatiques à l'époque qui n'étaient pas pris en charge correctement. Donc j'ai créé à l'époque un service dans un hôpital dans le 93, un service de soins somatiques implanté au sein de l'hôpital psychiatrique. Et puis, donc, je m'occupais essentiellement de ce que j'appelle l'handicap psychique, enfin bref, pathologie mentale. Et puis, comment je suis arrivé, après progressivement même, au cadre de l'autisme, parce que, voilà, donc, je reçois un jour un enfant de service de pédopsie qui avait 8 ans. Et puis, le chef de service m'appelle en me disant, il y a un problème. Il me dit, il est autiste. Bon, je veux dire sincèrement, à l'époque, je savais autisme, mais je ne connaissais pas les spécificités, les particularités et tout. Donc je reçois dans mon service. Cet enfant était accompagné de 2 infirmières de service de pédopsie. Donc cet enfant arrive, mes infirmières commencent à le déshabiller, à le mesurer, le peser, logique pour un enfant. Déjà, les infirmières de pédopsie étaient choquées qu'on le déshabille. Alors, on était un peu surpris. Je me dis, pourquoi ils me posent des questions? Elles se sont mises un petit peu en dehors, pas du tout intervenues. Donc, on l'examine, on fait tout, les soins habituels, les infirmières, la prise de sang, enfin tout. Et puis moi, tout ce qui est examen clinique. Donc, j'avais trouvé pour quelle raison? Parce qu'ils m'ont adressé pour des troubles du comportement. Donc, on m'avait trouvé. Les infirmières repartent avec cet enfant, et puis quoi, je pense à peine une demi-heure après, je vois un coup de téléphone du chef de service de pédopsie qui m'appelle, il m'a dit « De quel droit tu as déshabillé? Tu te rends compte? C'est très grave pour un enfant autiste. » Je dis « Tiens, c'est bizarre. » Alors, je m'appelle très bien, j'ai dit au téléphone, j'ai dit « Ah, je ne savais pas que l'autisme était un handicap contagieux. » J'ai dit « Il y a des maladies contagieuses, mais là, je ne savais pas. » J'ai dit « Mais pourquoi il me pose des trucs comme ça ?» Et je suis commencé à m'occuper aussi, en ce moment, des personnes autistes, que ce soit enfants, ados et adultes. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que rien n'a été fait dans cette population des TSA, ce qu'on appelle troubles du spectre de l'autisme, qui font partie de ces grands troubles du neurodéveloppement. Je me suis dit, mais ils ont plein de pathologies médicales, ils ont plein de douleurs qui n'ont pas été prises en charge. Donc, je me suis un peu spécialisé à partir de là. Et arrivé donc cette idée de créer un centre dédié, qu'on appelle,
qu'on a mis en place à Étampes, au sein de l'hôpital Barthélemy-Durand, qui était le centre régional douleurs et soins somatiques en santé mentale, autisme, polyhandicap et handicap génétique rare. C'est-à-dire qu'on prenait en charge toutes les personnes en situation de handicap. Donc on l'a mis en place et puis voilà, c'est parti de là. Donc c'est vraiment le hasard de cet enfant, je me rappelle très bien, où le chef de service de pédopsie me dit, mais de quel droit tu as déshabillé l'enfant? Je dis, mais voilà. D'accord. Et aujourd'hui, justement, on voit dans le monde de l'autisme, on commence à en parler de plus en plus. Bien sûr. Moi qui suis le papa de Pierre, que tu connais, connais, que tu as vu aujourd'hui son développement depuis que tu le connais, ça fait plus de 2 ans maintenant. Au niveau de l'autisme, on se retrouve avec des chiffres qui deviennent... c'est pharaonique, parce que 700 000 autistes en France. 1%, la prévalence. 1% et 100 000 enfants. Les parents qui se retrouvent dans des difficultés incroyables au niveau médical, au niveau prise en charge, justement. Tu es le premier médecin, justement, et pour moi, tu es le seul médecin en France à avoir, je le dis moi personnellement, au niveau de la prise en charge, tu t'es adapté justement pour les consultations médicales. Et est-ce que tu trouves normal aujourd'hui, par exemple, que dans certains services d'urgence, dans certains hôpitaux, on refuse justement la prise en charge médicale de ces enfants-là? Alors, avant de répondre vraiment à la question, je dirais, je tiens d'abord à remercier les familles, les parents, les personnes autistes, c'est eux qui m'ont appris. J'ai dit, donc je tiens vraiment, et puis les associations bien sûr, et également les personnels soignants et non soignants qui sont dans les institutions médico-sociaux et tout, parce que grâce à eux, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur cet handicap, l'autisme. Donc c'est pour ça que je tiens à les remercier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pathologies organiques associées, des phénomènes douloureux associés qui peuvent expliquer les troubles du comportement. Je ne dis pas que tous les troubles du comportement sont liés à un phénomène douloureux, mais majoritairement. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup d'hôpitaux ou même d'autres structures qui ne les prennent pas correctement, je dirais, en charge. Je pense que ça vient plutôt, je dirais, dans leur cursus, parce qu'il n'y a pas eu de programme spécifique, même pas de cours, je dirais, à la fac de médecine, que ce soit au premier ou au deuxième cycle, pour sensibiliser les futurs médecins, je veux dire, à la prise en charge de ces personnes en situation de handicap. Et ça, c'est assez flagrant. Puis autre chose aussi, il faut dire que pour la prise en charge, par exemple, d'une personne autiste, quelle qu'elle soit, l'âge, enfant, ado ou adulte, il faut s'adapter d'abord à la personne autiste. C'est-à-dire, c'est à nous de s'adapter à la personne autiste. Ça m'est déjà arrivé dans mon service où un enfant ne voulait pas aller sur un lit d'examen. Donc, il s'est couché, il était bien, il se couchait sur le sol. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté. On se couchait à côté de lui, moi d'un côté et l'infirmière de l'autre, pour faire le bilan. Ben ça, faire comprendre ça dans un hôpital, quoi, examiner quelqu'un sur le sol, le carrelage du service, non, on s'adapte. Il faut s'adapter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça demande beaucoup de temps. Moi, j'ai dit en gros la consultation au niveau du centre, à Étampes, la consultation durait 2 heures. Quand je dis 2 heures, il y a l'examen, bien sûr, mais il y a aussi toute la phase où on prépare, on fait aussi la prévention. On dit aux familles, aux personnels qui ont accompagné cet enfant, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et on essaie de faire passer aussi des messages de sensibilisation. Et je pense que le problème, du moins en France, ça commence petit à petit, mais tous les hôpitaux, c'est-à-dire que le personnel, ils ne sont pas du tout formés, ils ne sont pas du tout sensibilisés. Il y a certains, ils le disent, sincèrement. Moi, je sais qu'il y a des collègues que je connais bien, qui sont aussi des amis, qui sont des grands patrons universitaires, comme on dit, et qui m'ont dit, le handicap, ça ne nous intéresse pas. Au moins, ils ont été sincères. Donc voilà, le grand problème se trouve là. Alors, depuis quelque temps, ce qu'on essaie de faire, déjà avec le ministère et puis d'autres, on essaie d'implanter des petits
centres un peu dédiés, je veux dire, ce qu'on appelle des centres dédiés, pour la prise en charge justement de ces personnes en situation de handicap, avec un personnel formé, je dis formé, pour que ça soit pris en charge d'une façon correcte. Donc là, moi, je lance un appel justement en Bourgogne, on en aurait besoin. C'est clair qu'aujourd'hui... C'est clair, c'est clair. Moi, Quand je serais d'avis Oui. qu'il y ait un centre comme ça, pour éviter un peu aussi l'engorgement, parce que dans les hôpitaux, dans les urgences, parfois ils ne savent pas les prendre en charge. Hein. Oui. Parce que si tu amènes ton enfant qui a un trouble du comportement aux urgences, par exemple, de l'hôpital de proximité, s'ils ne sont pas formés, je ne sais pas, ils vont peut-être le sédater, comme on dit, alors qu'ils n'ont même pas examiné, ou peut-être essayer de trouver s'il n'y a pas un phénomène douloureux qui a entraîné ces troubles du comportement. Donc, ça serait bien qu'il y ait un centre, pourquoi pas dans la région, au contraire. Moi, je serais ravi, et je serais même ravi d'aider dans ce projet. Et puis moi, je serai toujours là aussi pour pouvoir... Ah oui, en tant que parent, en tant que papa, tu peux... Donc, parce que moi, je sensibilise, comme tu le sais, on a fait une sensibilisation à Mont-Marsan qui a beaucoup été appréciée. Et puis, on nous demande justement maintenant d'en faire de plus en plus. Et beaucoup de personnes, justement, quand c'est des parents comme moi qui sensibilisent, ne trouvent pas ça normal que je parle de tout ça. Mais je présente ton travail. Donc déjà, je te remercie de pouvoir... Si, je le dis, parce que tu dis que les familles t'ont tout appris. Si, moi, j'ai appris. Moi, j'ai appris aussi beaucoup de toi. Et ça, je tenais à te remercier. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles que tu as aidées, parce que tu as aidé énormément de familles, doivent se mettre à ma place et te dire merci. Parce que c'est pas facile de remercier une personne, des fois, qui t'a aidé, même quand c'était compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, ton parcours est extraordinaire. Et j'ai une autre question, moi, c'est aujourd'hui, tu es une personne, tu m'excuses, hein, tu es une personne âgée. Donc, bien sûr. Tu arrives bah oui. à un âge normal. où justement, c'est par exemple à moi de prendre, par exemple, je sais que tu me transmets justement ce que tu m'as appris pour que moi je puisse le faire par la suite. Donc voilà, je me dis, est-ce que tu vas continuer encore longtemps comme ça? Alors, enfin, je veux dire, j'aimerais bien que des jeunes comme toi aussi, les parents font partie pour moi dans leur prise en charge, même dans le cadre des soins. J'ai toujours dit, quand je recevais au centre de ma consultation, je voulais toujours qu'ils soient accompagnés. Pour moi, les familles ou même le personnel d'une institution médico-sociale font partie des soins. Moi, j'aimerais transmettre aux jeunes pour qu'ils puissent prendre la relève. Ce n'est pas facile, je dis tout de suite. Pas évident non plus. Je veux dire, sincèrement, beaucoup me posent la question, oui, mais c'est sûr que j'avance en âge, hein. Et puis je ne suis pas éternel, bien sûr. Tu resteras éternel de toute façon dans tous les cas pour oui, toute la famille, parce que ton travail restera. Tu as créé oui, une échelle. je sais que mon travail. Voilà, mais j'aimerais que des jeunes puissent continuer à... Alors, tu m'as posé la question, effectivement, bon... Tu sais, bon, j'ai aussi une famille, j'ai des enfants. Oui. Je voudrais un petit peu plus aussi être avec eux parce que pendant pas mal d'années, je veux plutôt consacrer aux autres, comme il disait. Donc, je vais continuer, c'est sûr, à mon rythme, bien sûr, à mon rythme. Continuer dans le cadre des formations, des sensibilisations, un peu partout. Si les familles me le demandent, les associations, il n'y a pas de problème. Je continue encore dans le cadre universitaire à donner des cours, à sensibiliser. Comme je te l'ai dit, je crois hier, tant que mes fonctions intellectuelles sont encore connectées, tu vas continuer. Connectées, je continuerai bien sûr. Mais tu vas ralentir ralentir un peu à mon rythme, c'est-à-dire que je ne vais pas aller tous les jours comme je le faisais il y a quelque temps. Peut-être que je vais travailler une semaine à sensibiliser, puis prendre 15 jours. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'appelle mon rythme, mais je ne vais pas arrêter. De toute façon, je ne me vois pas du tout entre quatre murs d'un appartement ou chez moi à me tourner les pouces. Puis de toute façon, moi, je tenais à te remercier aussi parce que ce que tu m'as proposé de pouvoir le faire avec toi un peu partout, moi j'ai accepté parce que je suis à fond là-dedans. Angélique me soutient aussi là-dessus. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Parce que c'est important, je suis dans ce monde-là depuis le diagnostic de Pierre jusqu'à aujourd'hui,
Moi, si je fais ça, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on fait parce qu'on a fait beaucoup de webinaires avec Heidi Reka. Je tiens déjà aussi à préciser que ces webinaires, on les a fait d'une façon bénévole parce qu'on a quand On n'a même pas de conflit on n'a d'intérêt. aucun conflit d'intérêt. Aucun. Je ne l'ai pas. Moi non plus, donc c'est pour ça. Il n'y a pas de conflit. On tient à le préciser parce qu'on a eu quand même des remarques en disant qu'on avait signé quelque chose ou qu'on n'a rien signé du tout. On a vraiment fait ça. On n'a rien touché non plus. Voilà, non, clair. on ne roule pas en Ferrari, hein, ça je confirme. Mais voilà, on a fait ces webinaires pour venir en aide aux familles. Ça a répondu à beaucoup de questions. On l'a fait pendant le confinement suite au changement de comportement. Là aujourd'hui, maintenant, la question que je vais te poser, c'est les chiffres que Mme Cluzel a annoncés hier sur Europe 1, 12 millions, oui. 12 millions de personnes atteintes de handicap en France, tout handicap, ce qui fait 20% de la population, une personne sur 5 touchée. Aujourd'hui, quand tu entends ces chiffres-là, quand tu vois que dans tel handicap, il y a de l'avancée, dans tel handicap, il y a du recul, moi aujourd'hui, je le dis et je le redis, en France, on a un retard considérable dans le monde de l'autisme, mais des associations commencent à ouvrir des structures. Mais est-ce que tu trouves normal aujourd'hui que ce soit des associations qui ouvrent ces structures-là et que le gouvernement, justement, se dise les associations s'en occupent, voilà, c'est fait. Alors que s'il n'y aurait pas ces associations, est-ce que tu penses que le gouvernement aurait fait des investissements justement dans des structures? Ce que je peux dire, c'est vrai, on a pris du retard en France au niveau des troubles du spectre autistique. Mais il y a eu des progrès de fait avec tous les plans qu'il y a eu, plan autisme. On est au 4e maintenant, stratégie nationale. 4e, il y a eu des efforts, je dois reconnaître, depuis qu'il y a eu des efforts de fait. On ne peut pas le nier. Ah oui. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Les progrès concernant les TSA ou autres handicaps, je dirais, elle ne se fait pas d'une façon exponentielle, elle se fait par palier. Et je pense que là, les associations, c'est important. Parce qu'ils peuvent aussi faire bouger les choses. Même au niveau ministériel, ils peuvent monter en disant « mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien fait ». Je pense que le rôle des associations, des parents, pour moi c'est très important, je crois. Et on ne peut pas nier l'utilité de ces associations parce qu'ils ont fait faire avancer les choses. Alors évidemment, à chaque fois, il y a encore toujours plein de choses qui ne sont pas réglées. Il y a eu déjà la rentrée, on sait très bien que ces enfants, parfois, ils n'ont pas eu accès à la rentrée scolaire. Si je ne me trompe pas, le chiffre que j'ai eu, c'est 13 000, je crois. 13 000 enfants qui n'ont pas fait leur rentrée scolaire du fait qu'ils n'ont pas eu leur AESH d'attitré. Et c'est encore il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Il y a pas mal de familles qui se mettent en danger pour avoir ça. Pour en revenir un petit peu, effectivement, moi en tant que médecin, je me rends compte aussi que ces personnes, surtout les personnes autistes, au niveau médical, ils ne sont même pas suivis d'une façon correcte. C'est ça qui est grave. Ce sont des personnes, avant tout, moi je dis toujours, ce sont des personnes humaines. N'oublions pas. C'est des individus comme tout être humain. Et ils doivent avoir accès, comme tout être humain, c'est un droit universel de santé, dans tout établissement, quel qu'elle soit. Ils n'ont même pas accès à ça. Et parfois, ils ont refus de soins, c'est éthiquement, déontologiquement, moi ça me choque, pour les refus de soins, entre autres. Et il y a tellement de pathologies organiques associées, je ne rentre pas dans les détails. Mais quand on voit qu'il meurt de diabète, alors que le diabète, ça peut être pris en charge. Un individu qui est diabétique, on le suit, on le contrôle, on l'évalue. Il n'y a pas de complications. Du diabète, on ne doit pas, théoriquement, si on suit bien, il n'y a pas de complications. Alors que ces personnes-là, il est diabétique, il n'est pas pris en charge d'une façon correcte, donc il va mourir des complications de diabète. Et ça me choque chez ces personnes. Pour ça, je dis toujours, n'oubliez pas, c'est un handicap. Entendons-nous bien, l'autisme est un handicap, ce n'est pas une pathologie mentale, déjà. C'est important, parce que les gens sont persuadés que c'est une maladie mentale, c'est une pathologie. Non. On a vu hier encore des vidéos comme quoi on dit que l'autisme, on a vu ensemble une vidéo comme quoi une personne dit que l'autisme est une maladie et non un handicap et que ça se soigne. Moi, je dirais à cette personne, tu m'excuseras, je le dirais, ça serait une maladie, il existerait un médicament pour le soigner, on l'aurait fait depuis longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'autisme est un handicap. C'est un handicap jusqu'à la fin de sa vie, comme beaucoup. Par contre, il y a des pathologies associées, que ce soit d'ailleurs
organiques ou psychiatriques hein, dans cet handicap, là, il faut les prendre en charge, évidemment. Là, il faut donner un traitement. Mais ces traitements, c'est pour les pathologies associées. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucun traitement à l'heure actuelle, entre guillemets, je dis bien pour guérir, je le mets entre guillemets, ça n'existe pas. Donc, arrêtons de dire qu'on peut guérir l'autisme, mais je suis désolé, pour le moment, non. Par contre, quand il y a une bonne prise en charge, pluriprofessionnelle, dès que le diagnostic a été posé, on voit l'évolution de ces enfants au début, et on voit, quand je dis pluriprofessionnel, hein, c'est psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, tout quoi, tout ça, et on arrive, c'est ça qui est important. Donc ça, c'est la prise en charge de ces personnes autistes, et en même temps, moi j'ai dit, il faut faire aussi un suivi médical. Une fois par an. Pour ne pas passer à côté d'une pathologie, parce que la plupart, même moi qui suis un peu penché sur les phénomènes douloureux chez les personnes en situation de handicap, essentiellement chez les personnes autistes, je vois que même ces douleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que la douleur, ce sont des douleurs, il y en a pas que. Mais ils sont tous passés à la chronicité, ce sont des douleurs chroniques, alors que si on avait pris en charge en amont, on aurait pu un peu... De toute façon, la prise en charge en amont, si elle est bien faite, après... Oui, il faut faire la prévention. Ouais, moi, je pense qu'il faut impérativement... C'est aussi un message que j'essaie de faire passer en disant, n'attendons pas qu'ils aient... Si on découvre quelque chose, même à 3 ou 4 ans, hein, ils ont fait un diagnostic, ok, ils sont autistes, ok. Mais faisons quand même un bilan de temps en temps, et puis si on découvre, on le prend en charge tout de suite. Alors que moi, au centre, je voyais, ils avaient 20 ans, même ados, et on les voyait avec plein de pathologies associées, alors qu'on aurait pu les prendre en charge bien avant. Et là, on va faire un petit clin d'œil, justement. On a un ami commun qui s'appelle Laurent Savard, qui est le parrain, justement, de l'émission Les interviews d'Anthony Un monde autrement. Et qui est aussi un acteur de théâtre. Bal des pompiers. Voilà, c'est pour ça, on fait un petit clin d'œil. Donc, je te montre son livre, Gamin sans limite. Gamin sans limite. Que tu as lu. Moi, je suis en cours. Hein. Je lui dis, hein, comme ça, je n'ai pas encore fini, et Angélique non plus, on est en cours. Mais voilà, tu vois là, Laurent, lui, présente l'autisme avec son spectacle Bal des pompiers. Il reprend aujourd'hui sa tournée. Moi, je conseille justement aux familles qui sont intéressées de lire son livre. Je conseillerais la même chose, parce qu'il est bien fait, il exprime bien ce livre. Ce que, là, c'est le papa qui a écrit, Laurent, ce qu'un papa, pendant toute cette prise en charge, aussi bien les souffrances, tout ce qui son fils, gamin, que je connais en plus. Et donc, moi, je conseille vraiment il exprime bien. Et sur son spectacle, il exprime justement ce qu'il... D'une façon très... alors, ce que je peux vous dire, moi, je l'ai vu déjà plusieurs fois, les spectacles, à chaque fois, bon, il se met au goût du jour aussi, hein, l'évolution fait que... Mais pendant pratiquement 2 heures, on rit, on a tellement mal, mais il fait passer des messages d'une façon... humoristique, et ça c'est très très bien. Je crois que c'est important. Tu disais tout à l'heure, et je suis ravi d'ailleurs, moi quand je fais les sensibilisations, tu le sais, on le fait ensemble. Moi c'est important que moi en tant que médecin, ok, je peux dire des choses, mais j'aimerais aussi que les personnes en situation de handicap, qui sont concernées aussi directement, qui puissent intervenir avec moi. Alors, donc toi tu interviens avec moi quand je fais des conférences en tant que parent. De Pierre. Et puis, j'ai aussi un autre. Après, je fais intervenir aussi des personnes autistes, mais évidemment qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Hein, parce que je peux bien montrer ton fils, mais bon. Voilà. Mais, bon. De toute façon, Pierre, donc, il faut que. Voilà. Donc, j'ai fait intervenir, comme on dit, des personnes, ce qu'on appelle des autistes Asperger, hein, bien qu'ils n'aiment pas trop ces termes. Donc, je fais intervenir, je le remercie, Tristan, dans la région parisienne. Oui. Et puis aussi, je tiens à remercier la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai Héloïse, qui est une jeune autiste Asperger, hein, qui va bientôt avoir 17 ans. Je tiens à remercier sa maman aussi. Et pareil. Et je pense qu'ils ont une façon de dire ce qu'eux, ils vivent au quotidien. Et Héloïse, justement, et aussi mon binôme,
sur certaines interviews. Pour le moment, c'est un peu compliqué Oui. avec le contexte Le sanitaire. post-confinement, c'est un peu post-confinement est compliqué un peu pour ces compliqué pour elle. personnes. Mais c'est prévu qu'on fasse justement Non, non. des interviews en duo ensemble. Et parce que la dernière fois, j'ai fait d'ailleurs avec Héloïse, Mm. j'ai vu que le message passe parce qu'elle a exprimé, Elle puis a moi je l'ai exprimé. pris. Après, j'ai dit voilà ce qu'elle est en train d'exprimer, comment elle a subi pendant tout ça, et voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est important que ça vienne. C'est pour ça que je préfère faire, moi, les sensibilisations ou les conférences, hein, même dans les congrès, en duo, comme on dit, soit avec un parent, soit avec une personne, en fonction, bien sûr, des disponibilités hein, de chacun. Je crois que c'est important. C'est comme ça qu'on peut faire passer un message, pas rester faire le one-man show, comme on dit, dans les sensibilisations, en ce qui me concerne, en tant que médecin. C'est ça. Bah, Djéa, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Moi, je te remercie tiens, aussi de m'avoir soutenu justement dans ce projet d'interview. Je continuerai à soutenir. Et parce que c'est toi qui m'as lancé dedans, parce que tu trouvais que l'idée était très bien. Je tiens à remercier Dominique, Faudil, Simon et Emma qui sont là pour faire le montage, toute l'équipe de Chalon TV. Je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, je donne la parole justement aux familles, aux parents atteints de tout handicap. Tu m'as lancé dedans. Laurent aussi m'a dit que c'était une super idée. Il a parrainé tout de suite. Tristan qui m'a soutenu aussi. Sur la première justement qui a été diffusée, on a rigolé. Sur cette première interview, on a même bien rigolé. Parce qu'on est peut-être atteint, justement, on est peut-être des parents ou des personnes justement atteintes d'un handicap. On peut quand même rire ensemble entre copains. Et voilà, je tenais vraiment à te remercier et je te remercie d'être présent aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Chalon TV et puis toi aussi, parce que tu fais beaucoup de choses et je suis admiratif de ce côté-là, parce que tu fais passer aussi des messages par ces entretiens que tu fais avec Chalon TV. Et je pense que c'est important. Et qu'en plus, tu donnes la parole à toutes les associations ou même à des personnes en situation de handicap, et je crois que c'est important. Il n'y a pas que l'autisme, hein, bien sûr. On dit tout handicap confondu, et je crois que c'est très important. Comme j'ai dit, bon, effectivement, on parle des troubles du spectre de l'autisme, hein, mais bon, il y a aussi autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire ces personnes en situation de handicap. Il faut donner aussi la parole à tout le monde. Et ça, je tiens à te remercier, parce que grâce à ça, on peut aussi faire passer des messages. Oui, et c'est important. Et voilà. Pour toutes les associations, les parents qui veulent justement intervenir sur cette émission, n'hésitez pas à contacter Chalon TV sur leur site ou via leur adresse mail. Et n'hésitez pas à les contacter et ça sera avec un grand plaisir qu'on organisera votre interview et qu'on la diffusera. Donc merci à tous et merci Djéa. Merci beaucoup. Merci.